Eh bien, écoutez, merci beaucoup à vous toutes et à vous tous de regarder cette webconférence sur la thématique de comment être apprécié à sa juste valeur par son manager. Alors ça, c'est un sujet auquel je tiens énormément parce que j'ai été, moi, pendant des années, très peu sûr de moi quand j'étais en entreprise. Et quand je suis devenu manager, je réalisais que c'était une des sources de motivation et de démotivation chez certains de mes collaborateurs ou collaboratrices. Et donc, j'ai beaucoup travaillé sur ces sujets. Tout en sachant qu'il y a vraiment une question qui est très importante et qui est assez rassurante, je dois bien vous avouer, c'est que cet aspect-là de comment se faire apprécier par son manager, c'est plus on a de l'expérience, plus c'est simple. Alors, première question, vous allez voir, vous allez avoir un pop-up, petit sondage. Depuis combien de temps travaillez-vous? Donc, répondez. Alors, toutes les réponses sont anonymes, hein, je vous rassure. Alors, je vous laisse quelques secondes. Donc, on a un peu de tout, mais plutôt des gens expérimentés. J'attends encore allez, 5 secondes. Vous êtes assez nombreux à voter. Alors, nous n'avons pas de jeunes collaborateurs ou collaboratrices. Nous avons 0% de moins de 5 ans. Par contre, 11% entre 5 et 10 ans, 22% entre 10 et 15 ans et l'écrasante majorité 67%, plus de 15 ans d'expérience. Eh ben, super, c'est cool. Donc, on a des gens expérimentés et c'est hyper intéressant parce que si vous êtes là, c'est que vous posez des questions sur la façon dont votre management vous regarde. Et d'ailleurs, ça aussi, c'est important. Est-ce que vous êtes manager ou pas? Donc, j'ouvre le vote. Ça va me permettre d'adapter un petit peu le discours en fonction de vos réponses. OK, eh bien, écoutez, visiblement, la tendance est très claire. On est à 56% de managers et à 44% de non-managers. Donc, c'est absolument génial puisqu'on va pouvoir parler des deux. Alors, en fait, pourquoi est-ce que je vous demande manager ou pas manager? Parce que quand on est managé, on a cette forme d'angoisse d'être évalué à sa juste valeur par son manager. Quand on est manager, on a une sorte, on est entre ce qu'on appelle le marteau et l'enclume. Et là, je m'adresse aussi aux managers parce que dites-vous que votre manager a aussi la même pression que vous. N'oublions pas qu'un manager est également un manager. Le manager qui a personne au-dessus de lui, ça n'existe pas. Même le PDG d'une grande boîte, il va avoir son conseil d'administration, il va y avoir ses actionnaires, ce genre de choses. Mais la petite différence, c'est que le manager va avoir la pression de est-ce que mon manager à moi m'évalue à ma juste valeur? Et également, est-ce que mon équipe m'évalue à ma juste valeur? Et ce n'est pas forcément les mêmes critères, donc ce qui ne rend pas les choses nécessairement faciles. Euh, mais vous allez voir, la démarche, parce que je vais vous donner des clés pour justement travailler sur la façon dont vous êtes évalué, la démarche, qu'on soit manager ou manager, est exactement la même. Les managers, vous avez de la chance, vous la ferez 2 fois. Et oui. Euh, alors, il va y avoir, vous inquiétez pas, là, c'est très rare, mais je commence cette webconférence avec pas mal de sondages. Généralement, il y en a un ou deux, voire pas du tout. Mais là, j'ai trouvé ça assez intéressant de vous poser cette question. Et ça sera la dernière avant vraiment de se lancer dans la webconférence. Quel regard portez-vous sur vous en tant que professionnel? Alors, je vois qu'il y a eu pas mal de nouveaux arrivants. Je précise, si vous voulez poser des questions, c'est dans la partie questions-réponses. N'utilisez pas la partie conversée, je l'ai désactivée. Alors, eh bien, écoutez, on a une répartition. Alors, ça fait plaisir, personne n'a cliqué sur pas bon, mais globalement, on est à 27% excellent. Donc, chapeau, rien à dire. Mais on va voir que ce n'est pas forcément toujours bien. Correct, 36%. J'ai parfois des doutes, 36%. Bon, ben écoutez, on est sur des bonnes bases. Donc, on est plutôt avec des gens très expérimentés et qui ont plutôt confiance en eux. Mais qu'est-ce que vous faites là, en fait? Non, je plaisante. Voilà, ça, c'était la blague. C'est parce que je suis très nerveux aujourd'hui à cause de la sortie de mon livre. Donc, préparez-vous à avoir 2, 3 blagounettes, pas forcément toutes drôles par avance. Pardon. En fait, la première chose, quand on parle de se faire évaluer de la bonne manière par son management et par ses pairs aussi, pourquoi pas par ses collègues, il faut d'abord travailler sur la façon dont on se regarde. Et je vais vous partager quelque chose. C'est quelque chose dont j'ai parlé dans d'autres conférences. Donc, si vous l'avez déjà vu,
restez quand même sur ces slides parce que vous allez voir, je l'ai beaucoup adapté pour cette conférence. Je vais vous partager cette slide que je vais trouver, voilà, que je trouve maintenant. En gros, quand vous regardez, vous allez avoir une image de vous. Parce que chaque personne, chaque professionnel va avoir 3 images de soi. La première, c'est quand vous regardez objectivement dans le miroir, quel professionnel voyez-vous? Donc là, il y en a qui se voient comme étant excellent, d'autres qui se voient comme étant correct, d'autres qui se voient comme ouais, ça va à peu près. La deuxième image, c'est l'image du professionnel que vous adoreriez être. Il y a peut-être un décalage entre ce que vous êtes et ce que vous voudriez être. Je vais vous donner un exemple très concret. Là, par exemple, il y a une explosion dans les formations pour bien parler anglais. Quand vous regardez dans le miroir, peut-être que vous dites ah, je ne parle pas très bien anglais et vous adoreriez super bien parler anglais. Et la troisième image, c'est l'image que vous imaginez que les autres ont de vous. Et si vous assistez à cette webconférence, c'est peut-être parce que vous imaginez que votre hiérarchie ne vous voit pas tel que vous savez que vous êtes. Il y a ce décalage. Donc, en gros, si on prend un exemple concret, ça, vous voyez, c'est vous, ou vous, puisqu'il y a des garçons. Alors oui, je précise, si je regarde de temps en temps par là, c'est parce que j'ai un écran de contrôle ici qui me permet de suivre ce qui se passe sur votre écran. Enfin, j'espère que ça se passe sur votre écran. D'ailleurs, s'il y a des bugs parfois, n'hésitez pas dans QR, vous me dites, une fois je m'étais trompé sur le partage d'écran. Donc là, je pense que c'est bon. Donc voilà, ça c'est vous. Si jamais, quand la personne idéale que vous souhaitez être, ça correspond à ce que vous voyez dans le miroir, et que en plus, vous imaginez que votre supérieur hiérarchique vous voit tel que vous êtes, c'est génial parce que vous voyez bien, il n'y a strictement aucun décalage entre les trois. Toute la problématique arrive quand il y a des décalages entre ces différentes images que l'on a. Et je vais vous donner quelques exemples. Premier exemple, quand vous regardez dans le miroir, vous voyez. La personne que vous adoreriez être en tant que professionnel, c'est la même chose. Tout va bien. En gros, vous vous dites, en termes de compétences que je délivre, c'est correct. Par contre, si jamais vous avez un énorme problème de confiance en vous, voilà comment vous imaginez que votre patron ou votre patronne vous voit. Et vous comprenez bien que ça, c'est totalement interdit. Parce que si jamais vous dites, j'adorerais être comme ça et je suis comme ça, mais par contre, je sens que je ne suis pas crédible, vous imaginez la pression que vous vous mettez, et c'est ce sur quoi on va travailler plus tard. Comment est-ce qu'on peut faire pour changer le regard des gens sur moi? Mais ce n'est pas la seule situation qui peut être problématique. Vous pouvez également vous voir tel que vous êtes. Vous pouvez également vous dire, ma hiérarchie me voit tel que je suis, mais par contre, j'ai un vrai problème, c'est moi ce que j'adorerais être, c'est Superman ou Wonder Woman. C'est-à-dire que vous mettez une pression de dingue sur ce que vous voudriez être. C'est-à-dire que vous n'êtes pas satisfait de ce que vous êtes. Alors, c'est très bien de vouloir apprendre des choses. Par contre, il y a peut-être un juste milieu entre je veux progresser. Je prends toujours l'exemple de l'anglais parce qu'il est assez général pour tout le monde dans l'absolu. Il y a une différence entre vouloir progresser dans un des sujets de votre métier et vouloir devenir Superman ou Wonder Woman, vous me l'accorderez. Encore une autre situation. Imaginez, et ça c'est peut-être la pire, quand vous vous regardez dans le miroir en tant que professionnel, vous ne voyez pas Superman, vous ne voyez pas Wonder Woman, vous voyez ça. Vous m'accorderez qu'en termes d'estime de soi, là c'est quand on se regarde dans le miroir, et je connais un certain nombre de salariés qui ont une très basse estime d'eux, à tort ou à raison, c'est même pas la question, mais dans 99,99% des cas, c'est à tort. On est très dur avec soi-même. Ce que vous aimeriez être, c'est juste normal. Et vous imaginez, bien entendu, que votre hiérarchie vous voit comme ça. Ce n'est pas possible qu'il vous voit autrement. Bon, ça, vous en doutez bien, c'est également totalement interdit. Alors, vous voyez, il y a plein de situations différentes qui vont faire que, on se sent bien ou pas dans son travail et dans la façon dont on veut être évalué. Parce que ces décalages-là, il faut que j'arrête le partage. Je vous demande juste un tout petit instant. Voilà, j'ai supprimé le partage. En fait, vous voyez, il y a plein de situations
possible. Je ne sais pas dans laquelle vous vous situez. Alors, j'espère qu'il y en a qui se voient dans je me regarde tel que je suis, je me fantasme en faisant des progrès, mais globalement, ça va bien et je sais que mon manager me voit. Un salarié équilibré et heureux, en tout cas qui ne va pas se mettre en situation de stress, c'est quelqu'un qui va avoir ces trois images qui se superposent parfaitement. Et tout l'objectif de cette webconférence, c'est de vous donner les moyens justement d'arriver à ça, à avoir les trois images qui se superposent, si ce n'est parfaitement, en tout cas de vous en approcher. Donc il va falloir que vous fassiez un exercice quand cette webconférence sera finie, un exercice qui prend un petit peu de temps. Il faut le faire, il faut vraiment prendre le temps de le faire, mais vous allez voir, ça vaut le coup. Prenez une feuille de papier ou vous faites sur Excel avec trois colonnes. La première colonne, c'est quelles sont les qualités que vous reconnaissez en tant que professionnel. Donc là, c'est le manager que vous voyez dans le miroir. Et vous mettez la liste des forces que vous avez, des qualités que vous avez. Et ça peut être très large, ça peut être du hard skill, donc si vous êtes comptable, moi, je suis un super comptable, je maîtrise super bien. Mais également les soft skills. N'oubliez surtout pas les soft skills. Si, par exemple, vous estimez que vous êtes quelqu'un de particulièrement souriant, si vous êtes créatif, créative, si jamais vous êtes empathique, mettez bien également ces qualités-là. Parce que parfois, et ça, c'est notre travail enfin, notre travail, plutôt notre culture dans nos pays qui pousse à ça, c'est d'avoir un jugement purement technique. C'est quand vous allez vous regarder dans le miroir, vous allez penser aux compétences techniques. Si vous êtes commercial, est-ce que je vends beaucoup? Oui, ok, c'est très bien. S'il y a des chiffres, donc ça c'est concret. Il ne faut pas oublier tout ce qui va autour et qui vont aussi compter en tant que qualité. Donc, faites une première colonne avec comment vous voyez dans le miroir. La deuxième colonne, vous en doutez, c'est quels sont les trucs qui vraiment ça vous plairait d'améliorer. Quels sont les points d'amélioration? Qu'est-ce qui est le vous fantasmé, comme on dit, professionnellement parlant, on s'entend. Je ne parle pas de oui, je vais me mettre au sport, ce genre de choses. Ça, c'est un autre débat. Donc cette colonne, pourquoi est-ce qu'elle est importante? C'est ça qui va vous permettre de vous projeter dans l'avenir. Parce qu'en fait, l'estime de soi et la façon dont les gens vont vous regarder, ça va, et on le verra encore un petit peu plus tard, ça va dépendre beaucoup de l'attitude que vous avez à vous. Et en fait, en psychologie positive, ce qu'on dit toujours, c'est qu'il faut se projeter dans l'avenir. Les gens qui vont rester au temps présent en se disant, de toute façon, je suis comme ça, je ne changerai jamais, ce sont des gens qui vont petit à petit devenir tristes, devenir négatifs et vont arrêter de progresser. Or, la vie professionnelle et votre vie professionnelle est faite de progrès. Et personne sur cette planète ne peut pas progresser. Et quel que soit, mais quel que soit le sujet, c'est toujours ce que je dis quand on me dit oui, mais moi je suis trop vieux ou je suis trop vieille pour apprendre. Là, il y a beaucoup de gens qui ont plus de 15 ans d'expérience. C'est heureusement que vous pouvez encore apprendre des choses. Je suis persuadé, par exemple, prenons un sujet non professionnel. À vous toutes et tous, même si vous ne savez pas jouer une note de piano, si je passe une heure avec vous, je peux vous apprendre à jouer un morceau avec deux doigts. Et vous commencerez à apprendre le piano. On peut toujours apprendre. Et c'est vraiment quelque chose de fondamental. C'est dans cette colonne de quels sont vos points d'amélioration, qu'est-ce que vous adoreriez faire. Alors, il ne s'agit pas, si jamais vous êtes comptable, de dire j'adorerais, moi, mon fantasme, ça serait de devenir je ne sais pas, ingénieur nucléaire. Alors, dans l'absolu, pourquoi pas, mais est-ce que c'est vraiment ça qui va vous rendre heureux dans votre progression professionnelle? C'est une autre question. D'ailleurs, c'était un sujet d'une autre webconférence sur comment changer de métier, mais ça, c'est un autre sujet. Donc là, c'est vraiment des compétences qui peuvent vous servir, on va dire, dans les de 6 mois à 10 ans. Vous voyez. Et enfin, la dernière colonne, c'est faites la liste de, à votre avis, comment votre manager vous voit et de le noter. En fait, c'est très important de le verbaliser parce que parfois, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais on n'a pas d'éléments concrets pour le dire. Mais on va être dans la subjectivité. Par exemple, moi, je me rappelle une fois, j'étais dans une boîte un peu violente, je ne vous dirai pas laquelle, mais et mon PDG, qui n'était pas particulièrement aimable, mais un matin, je le croise et il ne me dit pas bonjour. Juste ça, il ne me dit pas bonjour. Et là, la machine se lance. Et je commence à me dire, j'ai dû faire une connerie. Ou alors, oula, il m'aime pas. Oula, je vais me faire virer. C'est-à-dire que
d'un simple « il ne m'a pas dit bonjour », j'en suis arrivé au bout de 3/4 d'heure à c'est bon, je vais me faire virer. Donc, notre esprit, il est comme ça. Je ne vais pas vous refaire une conférence sur la gestion des émotions, ça c'était la semaine dernière, mais ça marche toujours comme ça. C'est on a d'un tout petit truc, on va faire quelque chose d'absolument énorme. Et c'est pour ça que la colonne, comment est-ce que mon patron, mais vous pouvez même mettre une deuxième demi-colonne, mes collègues, comment est-ce que je suis perçu? Et pourquoi est-ce que c'est important de faire ces 3 colonnes? Vous allez verbaliser. Verbaliser, ça vous permet d'éviter justement ce que je viens de vous décrire, l'espèce de sentiment un peu diffus. On se dit: «Ouais, peut-être qu'il pense ça de moi». Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, parlez-en avec un ou une de vos collègues dont vous êtes proche. De lui envoyer éventuellement le document, la dernière colonne, comment on vous perçoit. Et si vous êtes très proche, il ne faut pas le faire avec n'importe qui, l'envoyez pas à votre manager, mais pourquoi pas d'ailleurs, si vous entendez très bien avec votre manager, vous pouvez très bien à un moment faire un entretien pour dire, ben voilà, moi j'aimerais savoir ce que tu penses de moi, et moi ça c'est ce que j'imagine que tu penses de moi. Et de confronter les trucs. Alors c'est beaucoup plus simple avec un collègue. Moi je l'avais déjà fait, je l'ai beaucoup recommandé à faire avec des collègues, et vous allez voir que vous allez avoir des collègues qui vont vous dire, euh, ben ouais, c'est assez ce à quoi tu ressembles. Par contre, là-dessus, je suis pas d'accord. Je pense que toi, tu te vois comme on ne te reconnaît pas, alors que tu es très reconnu. Et là, il faut impérativement, de la même manière, demander, mais pourquoi tu dis que je suis très reconnu? Est-ce que tu as des exemples concrets à me donner? Et d'avoir un échange qui va vous permettre de définir très précisément l'image que les autres ont de vous. En fait, ce qui perturbe énormément dans le bien-être qu'on peut avoir au quotidien en tant que salarié ou qu'indépendant, il y a probablement des indépendants également qui sont derrière ce petit point bleu-là, euh, c'est l'image qu'on imagine que les autres ont de nous. C'est ça qui est très compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Parce qu'on n'en a aucune maîtrise. Les 2 premiers, la façon dont on se voit dans le miroir, ça, on peut le faire évoluer. C'est assez simple. Ça s'appelle la confiance en soi. Enfin, c'est simple, c'est un travail, mais c'est assez simple. Pareil, il y a une autre webconférence qui est consacrée totalement à ce sujet-là. Le deuxième sujet, qui je voudrais devenir, ça aussi, là, c'est vraiment le plus simple, parce que là, on peut noter ce qu'on veut faire. Par contre, on ne peut pas maîtriser totalement. J'adorerais pouvoir vous dire, voilà, c'est la potion magique, c'est ça, et tout le monde va vous aimer. Mais ça s'appelle un élixir d'amour. Euh, je ne crois pas que ça existe. Il y a un vieux fantasme autour de ça, mais c'est comme dans nos vies personnelles. À partir du moment où on ne peut pas maîtriser la façon dont les gens nous voient, nous perçoivent, nous estiment, ben, il va falloir aller chercher les informations sur qu'est-ce qu'il faudrait changer pour améliorer l'estime qu'ils ont de vous, ou déjà connaître l'estime qu'ils ont de vous, au lieu d'être dans le fantasme. Alors, il y a aussi l'autre travail, une fois, pardon, j'avais complètement oublié un sujet. Entre ces 3 colonnes, et essayez de les faire d'abord de façon totalement séparée, et après vous les regroupez. Il va y avoir certaines qualités qui vont être en commun entre la façon dont vous voyez et la façon dont vous pensez qu'on vous perçoit. Mais ce qui va être intéressant, bien entendu, ce sont les points qui divergent. Si jamais il y a un point, quand vous regardez dans le miroir, vous pensez vraiment que c'est vous, mais que vous ne l'avez pas mis dans la colonne sur comment on vous perçoit, ça va être un de vos axes de travail. Au même titre que si jamais il y a un défaut que vous pensez qu'on perçoit de vous, mais qui n'est pas dans ce que vous êtes, ça va être votre sujet de travail. Et vous pourrez les surligner à la fin et vous dire, voilà, ça, c'est sur quoi je vais travailler. Et c'est là où je vais vous amener vers le deuxième exercice qui peut être très intéressant à faire. C'est ce que j'appelle le cahier des succès. Alors, ça peut être un cahier ou des post-it que vous mettez euh, dans un vase transparent. À partir du moment où vous avez identifié les différences, les points d'amélioration que vous allez pouvoir avoir, dès que vous aurez fait quelque chose qui va dans le sens d'une amélioration de votre regard sur vous-même ou du regard sur les autres. Par exemple, imaginons, un des défauts que vous voulez faire évoluer, c'est vous imaginez que votre manager vous voit comme quelqu'un de timide. Et vous savez que vous n'êtes pas timide. Mais par contre, en réfléchissant, vous dites, c'est vrai, je ne parle jamais en réunion en fait. Bah, dès que vous réussirez à parler en réunion, vous le noterez dans vos cahiers des succès pour dire j'ai avancé, j'ai travaillé sur l'estime que les autres ont de moi, sur le regard que les autres ont sur moi. Et bien souvent,
on oublie ce genre de choses. Alors, je ne vais pas vous refaire toute l'explication parce que j'en ai parlé dans d'autres conférences, mais on retient 3 fois mieux le négatif que le positif. Donc, à partir du moment où vous avez commencé ce travail-là, gardez des traces, impérativement. Parce que les démons, ils reviennent toujours. Parce que le négatif, tout ce qui va vous envahir la tête sur le regard que vous imaginez négatif que les autres ont sur vous, si dès que vous faites quelque chose de bien, vous ne le notez pas, ça va être ce regard-là qui va revenir au galop. C'est toujours le négatif qui va prendre plus de place dans votre esprit. Donc, faites cet exercice-là. Donc, le cahier des succès, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Maintenant, on va passer sur les éléments très concrets. Comment on fait? Alors, la première chose, enfin pas la première chose, c'est la chose absolument essentielle, c'est de savoir communiquer. Et là, il y a plusieurs éléments dans le côté savoir communiquer. La première chose, mais tellement importante et tellement oubliée malheureusement par beaucoup, beaucoup de personnes, c'est la communication en interne. Parce que vous avez un savoir-faire, forcément. Alors, je suis désolé, je suis très noué aujourd'hui. Je suis stressé avec la sortie de mon bouquin, c'est pour ça, désolé. On oublie souvent qu'on a des savoir-faire, mais il faut avoir un faire-savoir. C'est pas parce que vous faites quelque chose de bien que ça se sait. Et je vais vous partager un PowerPoint pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors, hop, je partage. Voilà. Imaginez, vous avez, hop, 2 salariés. Ils sont identiques. Ça, c'est leur boss. Le premier salarié fait quelque chose de correct. Bon boulot, correct. L'autre salarié fait un boulot génialissime. Ils sont, admettons, je sais pas, peu importe leur métier, mais ils ont le même métier. Et il y en a un qui fait quelque chose de bien et l'autre quelque chose qui fait de génial. Sauf que lui, là, appelons, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut lui trouver comme nom, A. Et oui, lui, ça sera B. Lui, il fait son truc de bien et ce qu'il fait, c'est qu'il fait un mail à sa boss. Réaction de la boss, super, elle est contente. Et encore une fois, un manager ne va pas passer son temps à checker ce que fait toutes les personnes. Donc, elle est au courant que A a fait quelque chose de correct. B, il n'envoie pas de mail. Mais je ne vous parle pas de faire un long mail pour dire regarde comme je suis génial, je vous parle juste d'un mail informel pour dire juste un petit mail pour t'informer que j'ai fait un truc de bien. Point. Déjà, le manager, ça va lui faire passer une bonne journée quand il y a des bonnes nouvelles. Il faut les partager. Et trop souvent, on ne le fait pas. On imagine que notre manager sait qu'on bosse bien, mais c'est un fantasme et les managers qui m'écoutent le savent bien. Vous ne savez pas toutes les choses bien au quotidien que fait votre équipe. Alors, il ne s'agit pas d'envoyer un mail à votre manager pour tout et n'importe quoi. Tiens, je t'envoie un petit mail pour t'annoncer que j'ai fait un bon café. Non, ça, on s'en fout. Par contre, il y a des choses où on va se dire ah, pas besoin de lui en parler, elle est au courant que ça se passe bien. Non, elle n'est pas au courant. Et pour un manager, et je ne pense pas que les managers qui nous écoutent là vont me contredire, pour un manager, avoir un petit mail de 2 lignes que je vais lire en 2 secondes pour apprendre une bonne nouvelle, bah, sérieusement, ça fait super plaisir. Ou apprendre, juste pour t'informer, ce dossier est clôturé. Point. C'est hyper agréable. Ça envoie des ondes positives parce que lui qui ne fait rien, alors qu'il a fait un boulot, vous voyez, 3 fois, non, 4 fois, pardon, mieux que le premier. Il ne fait pas de mail. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de la manageuse? En l'occurrence, ben, elle ne sait pas. Juste, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Pardon, excusez-moi, je me suis trompé. Elle ne sait pas ce qu'il a fait. Et donc, quand un manager ne sait pas ce que font ses collaborateurs ou collaboratrices, ben, soit il va y avoir de l'inquiétude, soit il va se dire, bon, bah, ils s'en foutent de partager, ce n'est pas un communicant. Et donc, on va commencer en tant que manager à fantasmer. Et même en tant que manager, donc là, je m'adresse directement au manager, on peut avoir tendance à se dire, bah, je ne vais pas partager mes bonnes nouvelles parce qu'on se dit, oh, ce n'est pas très important, oh, ça fait partie de mon métier, je ne vais quand même pas lui annoncer parce que regardez, imaginez, la manageuse, elle finit par apprendre ça, cette nouvelle. Elle, rien ne l'empêche d'écrire à son manager pour lui dire juste un petit message pour te dire il y a eu du bon boulot de fait. Ah, je vois qu'il y a une question. Si le manager ne sait pas que l'on fait, le manager peut penser qu'on est autonome. Non. Mais
Alors, il ne faut pas confondre. Très bonne question de la part de spectateurs anonymes. C'est original comme nom, ça. Donc, chers spectateurs anonymes, vous avez raison, mais il ne faut pas confondre autonomie et autarcie. Être autonome, ça ne veut pas dire ne jamais communiquer, ne rien dire à son manager. Ça ne veut pas dire rester dans son coin. Et en plus, dans cette période où vous êtes beaucoup à être en télétravail, c'est encore plus vrai. L'autonomie ne veut pas dire je n'informe pas. Être autonome, ça veut dire je n'ai pas besoin de mon manager pour faire un bon boulot. Mais là, vous ne demandez pas quelque chose à votre manager, vous envoyez de bonnes ondes. On oublie souvent d'envoyer ces bonnes ondes et cette communication remontante vers sa hiérarchie pour dire j'ai une bonne nouvelle, on l'oublie trop souvent et ne vous dites pas que ça fait prétentieux, que c'est… Vous êtes payé pour faire un bon boulot. Donc, quand vous faites un bon boulot, qui vous reprocherait de faire un mal? Encore une fois, alors ça c'est encore un autre sujet d'une autre conférence. Il ne s'agit pas de faire un mail de 40 pages pour annoncer une bonne nouvelle. Là, je vous parle vraiment d'une communication formelle, mais très courte. La petite bonne nouvelle, sérieusement, moi, je me rappelle en tant que manager, et ça, ami manager, il faut passer le message à vos équipes aussi. Parce qu'en tant que manager, vous devez aider votre équipe à se sentir bien dans leur peau et leur dire, écoutez, moi, j'aimerais bien, quand vous avez une bonne nouvelle, partagez-la avec un petit mail très court et précisez-leur un petit mail très court, parce que si vous vous retrouvez avec 70 mails par jour, de 40 pages à lire, vous allez finir par dire à votre équipe, non, sérieusement les gars et les filles, arrêtez, j'en peux plus lire vos mails. Là, l'idée, c'est de passer le message à vos équipes, partager les bonnes nouvelles. Je veux, en tant que manager, être au courant de ce qui se passe de bien et de sympa, même les petites choses. Et ça, honnêtement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on n'a pas cette culture-là, parce qu'on a la culture de ouais, mais je suis payé pour faire ce boulot. Pourquoi est-ce que je devrais m'en vanter?